Elle a ce regard, glacial, insondable, presque irréel. Isabelle Adjani n'a jamais été simplement une actrice. Elle a été un mythe, une énigme vivante, une créature façonnée par le cinéma et dévorée par lui. Depuis les années 1970, elle incarne la beauté tragique à la française. 5 Césars, des rôles cultes, des performances bouleversantes. Elle aurait pu être une légende paisible. Mais Isabelle Adjani est tout sauf paisible. Elle disparaît. Souvent. Longtemps. Sans prévenir. On ne sait jamais vraiment où elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle devient. Lorsqu'on parle d'elle, on parle de silence, d'ombre, de fuite, de chirurgie ratée, de paranoïa, d'obsession du secret. Et récemment d'un scandale judiciaire glaçant. Accusée d'avoir dissimulé une résidence fictive en Algérie pour échapper au fisc français, Isabelle Adjani a été traduite en justice. La France est tombée de haut. Cette muse éthérée, cette actrice sacrée, aurait-elle tout calculé? Ou cherchait-elle seulement à échapper à une autre prison? Car derrière les flashs, les robes Dior, les tapis rouges de Cannes, se cache une femme en guerre avec elle-même, rongée par l'anxiété, le besoin de contrôle et une peur panique de vieillir. Elle a aimé des hommes puissants, Truffaut, Day-Lewis, Nuiten, mais ses passions l'ont souvent laissée seule, humiliée, brisée. Elle a eu un enfant. Elle a connu la dépression. Elle a connu l'isolement. Elle a connu la haine de soi. On dit qu'elle vit aujourd'hui comme une recluse entre Genève, Paris et des retraites invisibles. On dit qu'elle ne se regarde plus dans le miroir. On dit qu'elle ne reconnaît plus son propre visage. Mais personne ne sait vraiment. Parce qu'Isabelle Adjani a toujours brouillé les pistes. C'est sa force et sa malédiction. Ce que le public a vu pendant 50 ans, c'est un masque parfait. Mais ce que personne ne savait, c'est ce que ce masque cachait vraiment. Mais la vérité derrière tout cela est bien plus sombre. Isabelle Yasmine Adjani naît le 27 juin 1955 à Paris, à l'ombre d'une guerre qui ne dit pas son nom. Son père, Mohamed Chérif Adjani, est un Kabyle d'Algérie, vétéran silencieux de la Seconde Guerre mondiale, employé à la RATP. Sa mère, Augusta, est une Allemande catholique qui a fui les ruines du Troisième Reich. Chez les Adjani, tout commence par le silence. Pas de cris, pas d'amour débordant, pas de tendresse affichée. Seulement une tension sourde, des regards évités et cette sensation constante de ne pas être à sa place. Dans les rues de Gennevilliers où elle grandit, Isabelle est l'enfant bizarre, trop discrète, trop pâle, trop lointaine. À l'école, elle parle peu, elle observe, elle s'isole, et elle se réfugie dans les livres, les histoires, l'imaginaire. Elle lit Balzac à 10 ans, joue des scènes devant son miroir à 11. Son frère cadet, Eric, est son seul allié. Ensemble, ils créent un monde secret, protégé du bruit extérieur, mais ce lien vital sera brisé des années plus tard par une tragédie dont elle ne parlera presque jamais. Car Isabelle n'a pas eu une enfance heureuse. Elle a grandi entre deux cultures qui s'ignoraient. À la maison, on parle allemand, arabe, français, mais on sent jamais se comprendre vraiment. Son père, autoritaire et distant, impose le silence comme unique loi. On ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de douleur, on ne parle pas de ce qui dérange, même quand il se passe l'indisible. Bien des années plus tard, Adjani confiera, à demi-mot, avoir vécu des violences psychologiques, et peut-être pire. Elle ne donnera jamais de nom, mais sa voix tremble quand elle évoque l'innocence volée. Ces blessures-là ne se referment jamais. Elles sculptent des visages, des postures, des armures, et elles façonnent des carrières. À 12 ans, un professeur de théâtre remarque son regard, fixe, magnétique. Il lui propose de monter sur scène dans une petite troupe amateur, elle accepte. Ce sera sa première fuite. Car quand elle joue, elle oublie. Elle quitte Isabelle. Elle devient autre chose. Une héroïne, une victime, une sorcière, une amante. Tout sauf elle-même. À 14 ans, elle intègre le conservatoire de Gennevilliers. Elle enchaîne les rôles. Elle travaille sans relâche. Chaque personnage devient une carapace. Elle fascine. Même quand elle ne parle pas, elle capte la lumière. On dit qu'elle n'a pas besoin d'apprendre un texte pour bouleverser. Il suffit qu'elle soit là. Mais Isabelle ne rêve pas encore de gloire.
Elle pense devenir enseignante. Elle veut de la stabilité, une vie normale, loin du chaos familial. Pourtant, le destin a d'autres plans. En 1972, elle est repérée par le réalisateur Bernard Toublan-Michel. Il lui offre son premier rôle au cinéma à seulement 17 ans, dans Le Petit Bougna. C'est une révélation. Le public découvre ce visage limpide, presque spectral, cette voix brisée qui semble sortir d'un rêve. Et très vite, un autre homme va tout changer. François Truffaut le remarque dans un téléfilm, l'appelle immédiatement et lui propose un rôle impossible, celui d'Adèle H., la fille de Victor Hugo, sombrant dans la folie amoureuse. Isabelle n'a que 19 ans, elle accepte. Elle n'a encore rien vécu, mais elle joue comme si elle avait tout traversé. Truffaut dira plus tard, elle ne joue pas, elle saigne. Ce rôle bouleverse tout. Elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. Les critiques du monde entier parlent d'un miracle. Mais derrière cette première consécration se cache déjà une vérité inquiétante. Pour être crédible dans la folie, Isabelle n'a pas eu besoin de jouer. Elle a juste ouvert la porte de ses propres abîmes. Car même au sommet de son talent naissant, elle reste cette petite fille en fuite. Un enfant qui, trop tôt, a appris à se taire, à survivre, à disparaître derrière des rôles. Et personne ne se demande alors qu'adviendra-t-il le jour où les projecteurs s'éteindront. 1975, l'histoire d'Adèle H. sort en salle. Le film est un coup de tonnerre. Isabelle Adjani, seulement âgée de 19 ans, crève l'écran. Le monde découvre un visage qu'on n'oublie pas. Un regard brûlant de folie, de passion, de détresse. Elle est nommée aux Oscars, entre dans l'histoire du cinéma français, mais refuse d'embrasser les codes du star system. Pas de tapis rouge, pas de sourire imposé. Elle fuit les soirées, les interviews, les photos. Isabelle Adjani vient de naître aux yeux du public, mais déjà, elle veut disparaître. Les propositions affluent, les grands réalisateurs se battent pour elle. Truffaut, Polanski, Herzog, tous veulent capter cette étrangeté fébrile, ce feu glacé qui la distingue. Mais Isabelle choisit ses rôles comme elle choisit ses batailles, avec méfiance, lenteur, instinct. Elle refuse Hollywood, elle refuse même parfois la célébrité. Elle veut jouer, mais sans se vendre. Sa collaboration avec Werner Herzog dans Nosferatu en 1979 renforce sa légende. Adjani est fascinante, éthérée, presque spectrale. Et puis vient Possession de Zwolowski. Un rôle extrême, halluciné, dérangeant. Elle hurle, saigne, rampe. Elle y livre une performance viscérale, au point de frôler l'effondrement mental. Elle reçoit le prix d'interprétation à Cannes. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à la fin du tournage, elle a dû être hospitalisée. La gloire pour elle est un piège. À chaque film, elle donne tout, trop. Elle ne joue pas, elle s'abandonne. Chaque personnage est une mue qu'à la rage de sa propre peau. À force de plonger dans la douleur, elle y reste. Elle en ressort exsangue, éteinte, méfiante. Dans les années 1980, Adjani devient l'icône ultime du cinéma français. L'été meurtrier, 1983, pulvérise le box-office. Elle y incarne une femme sensuelle, vengerisse, troublante, à l'image de ce que le public projette sur elle. Le film lui vaut un César, le second d'une longue série. On la surnomme la femme aux 5 Césars, un record inégalé. Mais derrière ces trophées, une autre réalité s'installe. Isabelle s'épuise. Elle alterne les succès, Sebouet de Luc Besson, Camille Claudel, la reine Margot, mais son rythme ralentit. Elle refuse beaucoup. Elle devient de plus en plus insaisissable. Les réalisateurs racontent qu'elle change d'avis à la dernière minute, qu'elle disparaît pendant les tournages, qu'elle exige des conditions quasi mystiques. Certains l'admirent, d'autres l'apprennent. Pendant ce temps, les tabloïds s'enflamment. Isabelle est en couple avec Bruno Nutten, le réalisateur de Camille Claudel, avec qui elle partage une passion aussi créative que destructrice. Ils ont un fils, Barnabé. Puis elle entame une liaison avec Daniel Day-Lewis, mais en 1995, l'acteur la quitte sans explication alors qu'elle est enceinte. Ce coup-là, elle ne s'en remettra jamais vraiment. Peu à peu, la lumière commence à lui faire mal. Elle s'en protège, elle se retire. Elle dit non. Non aux médias, non à la superficialité, non à la vitesse. Elle devient une figure fantomatique. On la voit sans la voir. Elle apparaît de moins en moins. Elle parle encore moins. Et pourtant, elle continue de fasciner.
Car Adjani n'est pas comme les autres. Elle n'a jamais été là pour plaire. Elle a été là pour incarner, pour traverser l'écran, quitte à se consumer de l'intérieur. À chaque nouveau rôle, elle renaît, mais un peu moins forte, un peu plus abîmée. Et personne ne s'en rend compte. Parce que tout le monde regarde la vitrine, les robes, le maquillage, le regard perçant. Mais derrière ce regard, il y a déjà des fissures, des fractures, des débuts de chute. Le silence, c'est devenu sa langue maternelle. À partir des années 1995, Isabelle Adjani se dérobe. Les apparitions deviennent rares, les rôles espacés, les interviews quasiment inexistantes. Elle refuse les plateaux télé, fuit les avant-premières. Elle n'accorde que quelques entretiens, souvent nocturnes, entourés d'exigences strictes. Pas de flash, pas de questions personnelles, pas de gros plans. Ce n'est plus une actrice, c'est une silhouette, un fantôme de star. Autour d'elle, les rumeurs bruissent. Certains parlent de dépression chronique, d'autres murmurent qu'elle est tombée dans une paranoïa sévère. On évoque des obsessions, la peur du vieillissement, l'angoisse du rejet, la terreur d'être filmée sans contrôle. On raconte qu'elle passe des jours entiers cloîtrée dans le noir, entre Genève et Paris, sans répondre aux appels, sans ouvrir les rideaux. Ses proches, eux, se taisent, soit par loyauté, soit par peur. Car Isabelle peut couper les ponts du jour au lendemain. Certains collaborateurs disent qu'elle est incernable, ingérable, trop fragile pour ce monde. Elle envoie des lettres longues de 20 pages, change d'avis plusieurs fois par jour, exige le silence autour de ses projets, puis les abandonne à la dernière minute. Mais derrière cette instabilité apparente, il y a un drame plus intime, plus profond. Isabelle Adjani est hantée. Hantée par la trahison de Daniel Day-Lewis qui l'a laissée seule, enceinte, sans explication. Hantée par le suicide de son frère Eric, emporté par le sida en 2003, un deuil qu'elle ne parvient toujours pas à nommer. Hantée par ses propres souvenirs d'enfance qu'elle a évoqués par bribes. Violence, abus, silence familial. Elle avoue un jour « Il m'est arrivé des choses que je ne pourrais jamais raconter sans m'effondrer ». Elle tente de revenir, parfois, mais c'est toujours fragile. En 2009, elle joue dans La Journée de la jupe, un rôle intense, engagé, où elle incarne une enseignante au bord de l'explosion. Elle obtient un nouveau César. Mais ce succès ne change rien. Elle replonge aussitôt dans l'ombre. Et puis il y a l'autre chute, celle qui n'est plus seulement intérieure, celle que la France entière découvre en 2023. Isabelle Adjani est mise en examen pour fraude fiscale aggravée. Elle est accusée d'avoir dissimulé près de 2 millions d'euros au fisc via des montages complexes en prétendant vivre à l'étranger, alors qu'elle résidait en réalité à Paris. Les détails sont troublants. Des sociétés écrans, des virements inexpliqués, des fausses déclarations. L'icône devient une justiciable, une femme convoquée, photographiée, exposée. Pour elle, c'est un séisme. Adjani, elle, qui a toujours contrôlé son image jusqu'à la moindre respiration, se retrouve nue devant l'opinion. Le masque tombe. Et ce qu'il révèle n'est pas seulement un compte bancaire opaque, mais une solitude abyssale. Une actrice autrefois adorée, désormais traquée, jugée, scrutée. Ses défenseurs crient à l'acharnement. Ils rappellent ses fragilités, sa peur maladie de l'institution, son besoin vital de se protéger. Mais pour le public, la fracture est là. Comment cette femme, si éthérée, si au-dessus du monde, a-t-elle pu tomber dans les pièges les plus matériels, les plus humains ? Certains y voient la confirmation qu'Isabelle n'a jamais été qu'une illusion. D'autres, au contraire, découvrent enfin une vraie femme. Une femme fatiguée. Une femme qui s'est perdue. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que cette chute a commencé bien avant l'affaire judiciaire. Elle s'était amorcée dans le silence, dans la fuite, dans les années d'absence. La justice n'a fait que nommer ce que sa douleur murmurait depuis longtemps. Isabelle Adjani ne voulait plus exister dans ce monde. Pas sous cette forme, pas avec ce visage, pas avec cette vérité. On ne meurt pas toujours d'un coup. Parfois, c'est lent, c'est diffus, c'est invisible.
Isabelle Adjani n'a jamais eu besoin de disparaître physiquement pour que le monde l'oublie. Elle s'est effacée par strates, par silence, par absence prolongée. Loin des projecteurs, elle s'est transformée en énigme figée. Un jour, elle n'était plus là. Et personne ne savait quand ou si elle reviendrait. Ses dernières apparitions publiques sont troublantes. Elle arrive voilée de noir, lunettes épaisses, très figée. Certains évoquent des chirurgies esthétiques ratées. D'autres parlent de maladies. Elle-même ne dément rien. Elle cultive l'ambiguïté, comme une ultime armure. Mais ce qui frappe, ce n'est pas le visage, c'est le regard. Un regard vide, usé, comme lavé de toute illusion. On la voit parfois à la sortie d'un théâtre, titubante, aidée par un assistant. D'autres fois, c'est une photo volée, floue, prise à la sauvette, dans une rue de Genève, manteau long, tête baissée. Les images sont rares, mais elles ont un poids terrible. Ce ne sont plus les clichés d'une star, ce sont les fragments d'un effondrement. En 2023, la convocation au tribunal devient un point de non-retour. Pour la première fois, la presse ne parle pas de son talent, ni de ses rôles, mais de ses comptes offshore, de ses propriétés non déclarées, de ses déclarations contradictoires. Elle tente de se défendre, parle de maladresse, de fragilité administrative. Mais le mal est fait. Le mythe est fissuré. Autour d'elle, c'est le vide. Peu d'amis, aucun compagnon officiel. Son fils Barnabé vit loin, à l'écart du tumulte. Les producteurs ne l'appellent plus. Les jeunes générations la connaissent à peine. Elle n'est plus qu'un souvenir flou, une référence que l'on cite avec nostalgie, sans vraiment la comprendre. Elle aurait pu revenir, elle aurait pu tout raconter, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a choisi l'effacement. Ou peut-être l'effondrement silencieux. Un jour, une rumeur circule. Isabelle Adjani serait gravement malade. Certains parlent d'un cancer, d'autres d'une dépression si profonde qu'elle ne sortirait plus du lit. Aucune confirmation, aucune affirmation. Seulement cette sensation persistante qu'elle s'éteint, doucement, à l'abri des regards. Il y a eu cette phrase aussi, glissée dans une rare interview, presque inaudible. « Je ne veux plus être regardée, j'ai assez payé pour ça ». Cette phrase résonne comme une épitaphe, une déclaration d'abandon. Elle, qui avait bâti toute sa vie sur le regard des autres, semble aujourd'hui n'avoir qu'un seul désir, disparaître de leurs yeux. Et c'est peut-être là le véritable drame. Pas la perte de la beauté, pas la justice, pas les amours ratés, mais cette sensation que le monde a fini par la briser, lentement, cruellement, et qu'elle n'a jamais su ou voulu s'en défendre. Aujourd'hui, si l'on demande où est Isabelle Adjani, personne ne sait répondre avec certitude. Elle est là, quelque part. Peut-être dans une maison discrète face au lac Léman, peut-être récluse dans une chambre aux rideaux tirés, entourée de souvenirs qu'elle ne veut plus regarder. Ou, peut-être, n'est-elle déjà plus là? Pas dans le sens physique du terme, mais dans cette autre forme de disparition, celle qui efface l'âme, l'envie, la mémoire. Peut-on vraiment comprendre Isabelle Adjani? Des décennies après ses débuts fulgurants, son image reste intacte et pourtant insaisissable. On l'admire, on la cite, on diffuse encore ses films dans les écoles de cinéma. Mais derrière les hommages, les rétrospectives, les prix honorifiques, une question demeure. A-t-on vraiment connu la femme derrière l'icône? Ses partenaires de jeu parlent d'un génie pur, d'une actrice capable de bouleverser une scène d'un seul regard. Mais tous évoquent aussi sa fragilité, son inconstance, cette tension permanente entre grâce et douleur. Certains réalisateurs disent qu'elle les a rendus fous. D'autres admettent qu'elle leur a offert les plus belles scènes de leur carrière. Pour le public, elle a été tour à tour l'amante sacrifiée, Adèle H, la victime en quête de justice, l'été meurtrier, l'artiste brisé, Camille Claudel, la reine dévorée par le pouvoir, la reine Margot. Elle a été toutes ces femmes, et peut-être aucune d'entre elles. Car Isabelle Adjani a toujours joué à la frontière du réel et de la fiction. Elle a brouillé les pistes, maîtrisé son image comme personne, tout en se perdant lentement dans le rôle de sa vie, celui d'une star intouchable, solitaire, tragique. Son héritage est immense. Elle a redéfini le jeu à l'écran, imposé une nouvelle forme d'émotion, vibrante, désarmée, à fleur de peau. Elle a ouvert la voie à des générations d'actrices plus libres, plus complexes, plus humaines. Mais elle a aussi payé le prix fort. Et si, au fond, son plus grand rôle n'était pas celui qu'on a vu au cinéma, mais celui qu'elle a joué dans la vraie vie,
Une femme qui se bat pour rester elle-même dans un monde qui exige toujours plus d'exposition, de docilité, de perfection. Isabelle Adjani était plus qu'une actrice. Elle était une résistance, une faille magnifique, un miroir brisé tendu à une époque qui refuse les fêlures. On a peut-être aimé son visage, ses films, sa voix, mais a-t-on un jour aimé ou même regardé la femme qu'elle était vraiment ?